Alfonso, nous là. On a avec nous la députée France Insoumise, Madame Panot. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien parce qu'on est très nombreux à être là présents pour être en solidarité avec les familles des victimes des violences policières. Et qu'il y a aussi beaucoup des travailleurs sans papier qui, dans notre pays, se battent pour la régularisation alors que, au moins depuis le Covid, tout le monde devrait avoir réalisé que ce sont les essentiels du pays, ceux qui ont fait tenir debout le pays et qui pourtant sont niés dans leurs droits au travail et aujourd'hui exploités, parfois même avec la complicité de l'État, puisque vous avez des grands groupes comme La Poste qui emploient de manière systématique des sans-papiers. Il y a 3 piquets de grève en Ile-de-France en ce moment. On a déjà gagné une première fois 73 régularisations. Et le fait qu'il soit là aujourd'hui sur cette journée internationale de lutte contre les violences policières, mais aussi contre le racisme et les discriminations, est je crois aussi un signe d'intérêt général parce que les combats qu'on gagne pour les personnes sans papier sont des combats qu'on gagne pour tous les travailleurs du pays. On aimerait avoir votre ressenti concernant les Outre-mer. Que pensez-vous de la politique qui est menée pour l'Outre-mer par le gouvernement actuel? Sur les Outre-mer, c'est ça la question? Alors, très clairement, on a vu un Emmanuel Macron qui, hier, à 24 jours de l'élection présidentielle, a daigné enfin proposer un programme politique aux Français. Mais vous avez vu, on ne parle pas de l'extrême misère, on ne parle pas du logement, et on parlera plus tard des Outre-mer parce que finalement, c'est un sujet peu important. Moi, je me suis beaucoup impliquée sur le dossier de l'eau en Outre-mer, particulièrement à Mayotte et en Guadeloupe, où la situation est d'une indignité absolument totale, puisque des mamans avec des enfants se retrouvent pendant 3 semaines et demie sans eau, des gens n'ont plus d'eau chez eux depuis 6 ans, des enfants ratent l'école parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Bref, des situations qu'on n'accepterait jamais en Hexagone, et les Guadeloupéens ont raison de dire ça, et qui pourtant perdurent, tout ça parce qu'on n'a pas la volonté politique de mettre les quelques dizaines ou centaines de millions qu'il faudrait pour restaurer la dignité des gens. Donc en Outre-mer se fait une politique finalement de l'abandon extrêmement forte et dans le combat sur les violences policières, moi je suis très engagée avec la fille de Claude Jean-Pierre, donc qui est mort suite à un contrôle de police, avec de gendarmes pour être exact, avec des vidéos qui montrent... Ça fait un moment que ça s'est passé, hein. On pense que ça traîne un peu, et c'est le ressenti de la famille. En tout cas, il y a une contre-expertise qui montre que c'est l'extraction de Claude Jean-Pierre avec du coup le cou qui a été brisé, qui a créé une tétraplégie immédiate, qui est responsable de la mort de ce retraité pour lequel la famille demande maintenant la justice. Et un des slogans de cette marche, c'est de dire pas de justice, pas de paix. Bref, en tout cas, pour répondre sur la question des Outre-mer, je crois qu'il est temps de retrouver dans notre pays des politiques d'égalité et de dignité pour toutes et tous. Nous sommes le 5e pays le plus riche au monde. Il est inacceptable qu'en Hexagone ou en Outre-mer, on ait encore tant de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, et particulièrement en Outre-mer, tant de personnes qui sont au chômage alors qu'on aurait des grands chantiers à faire dans notre pays, notamment renouveler les réseaux d'eau, faire en sorte qu'on arrive vers le 100% énergie renouvelable, faire de l'agriculture paysanne et écologique qui sort de tous les pesticides et notamment de l'empoisonnement au chlordécone que les Antillais vivent encore dans leur chair, qu'on reconnaisse aussi avec une indemnisation pour les victimes du chlordécone aujourd'hui où toute la population est empoisonnée. Bref, qu'on remette en place des ruptures très fortes dans les politiques qui sont menées et c'est l'enjeu de ces présidentielles. C'est dans le programme de M. Mélenchon? Bien sûr, alors vous verrez que dans le programme, il y a le programme L'Avenir en commun. Ensuite, il y a une quarantaine de livrets thématiques et des plans que nous avons faits. Vous verrez que dans le programme, tout au long du programme, les Outre-mer sont cités à tous les moments. Et nous avons fait un livret spécifique sur la question des Outre-mer qui est détaillé, même bien plus détaillé qu'en 2017, notamment parce que ce que nous avons fait comme travail, que ce soit sur la question sur l'eau, que ce soit Jean-Hugues Ratenon, député à La Réunion, que ce soit Younous Omerji, député européen, qui est élu pour les Outre-mer, on a monté de niveau sur cette question-là et puis on a évidemment écouté beaucoup des associations, des syndicalistes, des professionnels qui nous ont alertés sur tel ou tel point et qui nous ont permis de construire ce programme. Vous êtes vraiment confiant pour les élections présidentielles? Oui, parce que quand vous savez qu'on est dans un pays où... Je parle de vous, Mélenchon, l'équipe. De toute façon, il reste 3 choix pour le pays. Il reste
Monsieur Emmanuel Macron, avec la violence et le chaos que ça inflige, qui arrive dans une situation où 5 milliardaires détiennent autant que 27 millions de Français. Vous avez le choix de l'extrême droite qui veut instiller de la haine, de la division partout dans le pays et qui fait la même politique économique d'extrême marché et de violence. Ou vous avez une autre voie possible pour le pays et c'est celle qu'offre l'avenir en commun porté par la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui propose qu'enfin on s'occupe du partage des richesses dans notre pays, qu'on fasse des Outre-mer l'avant-garde à la fois de notre diplomatie mais aussi de la bifurcation écologique dont nous avons besoin et surtout qu'on arrête avec un président roi qui décide tout seul et de manière extrêmement autoritaire et qu'on fasse enfin une constituante, que le peuple réécrive les règles du jeu avec la 6ème République qu'on appelle de nos voeux. Ça, c'est les 3 grands choix qui s'offrent pour le pays. Pourquoi je crois pour le second tour? Pour prendre par étapes et ensuite après au second tour on y verra. Parce que quand je vous dis 5 milliardaires autant que 27 millions de Français, nous sommes plus nombreux qu'eux. Si 27 millions de Français disent maintenant ça suffit de vivre dans la misère et mettent un bulletin de vote qui disent maintenant on va partager les richesses de ce pays parce qu'on n'a jamais été aussi riche, eh bien les 5 petites voix de milliardaires... Pourquoi vous vous êtes pas réunis la gauche pour faire une seule liste? Parce que les voix vont s'éparpiller. Alors, on a proposé il y a 2 ans et demi qu'il y ait une fédération populaire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en avait fait la proposition. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc il y a eu plusieurs candidatures qui se sont prononcées avec parfois des différences de fond aussi qui existent et qu'il ne faudrait pas cacher. Mais comme nous ne pouvons pas faire l'union avec les partis, que ça n'a pas fonctionné, nous avons décidé de faire l'union à la base. L'union à la base, qu'est-ce que c'est? C'est le Parlement de l'Union populaire dans lequel vous retrouvez Aurélie Trouvé qui préside ce Parlement de l'Union populaire, qui a été porte-parole d'Attaque pendant 14 ans. Ensuite, vous trouvez des syndicalistes, vous trouvez des associatifs, vous trouvez des professionnels, des auteurs, des artistes, bref, plein de personnes qui se retrouvent et qui font l'union, eux, sur un programme. Et je crois que dans un moment où on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est en capacité d'arriver au second tour, il y a une certaine efficacité du vote où on appelle aussi à la conscience de chacun pour dire nous avons la chance historique, l'occasion historique avec notre bulletin de vote d'écrire une nouvelle page d'histoire de notre pays. Est-ce que c'est pas une erreur de sa part de dire qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine, Mélenchon, avec Poutine? C'est pas une erreur politique de dire ça? Je vous remercie de poser cette question-là parce que vous verrez si vous reprenez toutes les déclarations complètes de Jean-Luc Mélenchon qu'il disait il n'y aura pas de guerre selon le président Zelensky lui-même. C'est-à-dire que le président ukrainien disait à l'époque qu'il n'y aurait pas de guerre et qu'il ne pensait pas que la Russie allait violer toutes les règles internationales et envahir l'Ukraine comme ils l'ont fait. Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs, s'est appuyé sur un deuxième élément, ce qui étaient les éléments qu'on lui donnait en commission des affaires étrangères et en commission de défense à l'Assemblée nationale, et où eux-mêmes ils ont admis. Le commandement général des armées françaises ont admis eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas que la Russie allait franchir ce pas et de déclencher une guerre comme il le faisait. Donc Jean-Luc Mélenchon s'est appuyé sur les informations qu'on lui donnait. Et lorsque le président ukrainien lui-même disait il n'y a pas de risque d'invasion, il l'a fait. Par contre, évidemment que par rapport à la petite musique qui circulerait comme quoi Jean-Luc Mélenchon serait pro-Poutine, regardez ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, regardez ses tweets depuis 2014 où il pointe la graine de dictateur qu'est M. Vladimir Poutine, où il pointe depuis 10 ans le risque qu'il y a à étendre l'OTAN aux frontières de la Russie qui n'accepterait jamais cela et donc il pointait déjà il y a 10 ans le risque de guerre. Et où surtout, lorsque vous regardez les déplacements de Jean-Luc Mélenchon en Russie, ou y compris le meeting pour la paix que nous avons fait à Lyon encore récemment, qui parle dans nos meetings? Qui Jean-Luc Mélenchon a-t-il été rencontré? Les opposants à Vladimir Poutine, ceux qui sont du front de gauche russe et qui justement sont ceux qui aujourd'hui manifestent courageusement en Russie pour s'opposer à la guerre. Voilà, pour terminer juste, je vous laisse vous adresser pour nos compatriotes d'outre-mer. On dit que l'outre-mer c'est les oubliés de la République. Et une fois qu'ils sont élus. Le message c'est ça? Eh bien, le petit message, c'est que il ne faut pas obéir à la résignation, que une élection ne se fait que par les bulletins de vote, les gens qui se déplacent et qui déposent des bulletins de vote, et que ce sont les peuples qui écrivent l'histoire, c'est ce que disait Allende au Chili, et c'est toujours aussi vrai, et que ces 10 et 24 avril
nous pouvons collectivement décider de prendre un tout autre chemin qui parlera à la fois au peuple français pour que chacun et chacune retrouve sa dignité, retrouve le vrai sens de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et retrouve aussi à la fois la force d'écrire et de reprendre son destin en main et d'envoyer un signal au monde entier, un signal d'espoir au peuple pour dire que oui, nous pouvons tout changer et que oui, un autre monde est possible. Merci Madame la députée. Merci beaucoup. À bientôt. Alfonso, nous là, hein.